France 24 et RFI présentent Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour se remémorer ensemble les meilleurs moments de notre émission Ici l'Europe, proposée en partenariat entre France 24 et Radio France Internationale. En effet, depuis un an, nous avons interviewé les grandes voix qui portent notre Europe. Elles ont toutes été renouvelées avec les institutions et elles se sont engagées sur des dossiers brûlants. Prenons par exemple celui de l'Ukraine, ce pays qui a été envahi en février 2022 par la Russie. Face aux volte-face multiples de Donald Trump sur le dossier, les Européens ont décidé de s'engager plus et de donner sa chance véritablement à l'Ukraine pour qu'elle rejoigne dans le futur le club européen. On ne peut pas découpler la question de la paix en Ukraine de la sécurité européenne. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on n'aura pas des négociations crédibles et avec des résultats s'il n'y a pas de négociations avec l'Ukraine et avec l'Union européenne. De notre parti, on fait notre travail, on s'y prépare et pour une éventuelle négociation. Mais pour le moment, notre effort, c'est de renforcer la position de l'Ukraine. On est avec l'Ukraine dès les premiers jours de la guerre. On reste avec l'Ukraine, on restera avec l'Ukraine dans la guerre, dans des négociations, dans la reconstruction et surtout dans l'avenir d'une Ukraine État membre de l'Union européenne. Moi, je voudrais bien personnellement voir l'Ukraine dans l'OTAN un jour. Mais si on trouve un compromis maintenant, c'est de donner une possibilité pour l'Ukraine d'être dans l'OTAN si les Russes font une violation de la paix. Si on est un parti de l'Union en général, on a par exemple l'article 42.7 qui donne les garanties de sécurité, mais c'est quand même l'OTAN qui le fait. L'accélération, je crois que le président de la Commission, Ursula von der Leyen, a dit que les Ukrainiens font déjà maintenant beaucoup de progrès dans les négociations. Donc, ce n'est pas une accélération automatique, c'est une accélération de mérite. 80% des approvisionnements militaires des armées européennes proviennent de l'extérieur de l'Union européenne. C'est une situation de dépendance qui est inacceptable. Vivant de très près, si je puis dire, la menace existentielle que pose l'agressivité de Vladimir Poutine à l'Europe, et en particulier à l'Europe orientale, nos partenaires des pays de l'Est et des pays nordiques sont aujourd'hui convaincus qu'il y a quelque chose qui doit évoluer, qu'effectivement les États-Unis d'Amérique ont d'autres priorités stratégiques que la défense de l'Europe et qu'il nous faut donc progresser dans la direction que nous indiquons depuis des années, c'est-à-dire le développement d'une industrie de défense, le relèvement de nos dépenses et une intimité toujours plus grande entre les armées européennes. Alors l'Ukraine n'est pas seule, nous savons que nos partenaires sont à nos côtés, ce qu'il nous faut. On a besoin davantage de moyens de défense anti-aérienne pour défendre nos citoyens qui souffrent des attaques injustes russes toutes les nuits. On a besoin de plus d'armes pour nous défendre sur le front. Nous avons besoin de plus de moyens pour forcer la Russie à arrêter cette guerre et donc on a besoin de fortes sanctions pour arrêter la Russie de la part de nos partenaires. Alors depuis le déclenchement d'un conflit à leur porte, les 27 sont désormais convaincus de la nécessité d'avancer vite vers une défense européenne. Ils ont déjà, pour 15 d'entre eux, pioché dans leur déficit pour augmenter ce budget militaire avec l'autorisation de Bruxelles. Ils ont levé sur les marchés un grand emprunt SAFE de 150 milliards d'euros qui va financer les achats de défense avec une préférence européenne. 65% des composants seront obligatoirement made in UE. Alors la Banque européenne d'investissement fait désormais partie des cofinanceurs de ce grand effort, comme nous l'explique sa patronne Nadia Calviño, suivie du Premier ministre croate Andrej Plenković, du ministre des Affaires européennes français
Benjamin Haddad et du commissaire français à l'industrie, Stéphane Séjourné. Malheureusement, il faut renforcer la capacité européenne dans les domaines de la sécurité et de la défense. Chaque institution doit jouer son rôle et la BEI est prête à y contribuer, en particulier en finançant dans de bonnes conditions financières, de taux d'intérêt bas et de longues périodes de maturité, des gros investissements dans des infrastructures, par exemple pour la mobilité militaire, dans les casernes, de la recherche dans le domaine de l'espace, de grands projets européens. Et on est en train de changer notre règle précisément pour pouvoir contribuer d'une façon plus importante à la défense et la sécurité de l'Europe. La Croatie, il faut remplacer l'ancienne technologie militaire du bloc de l'Est avec la technologie occidentale complètement compatible avec l'OTAN et l'Union européenne. C'est pour ça qu'on a acheté des Rafale, 12 avions multi-combats français, les plus modernes, les chars allemands, Léopard, qui sont les plus modernes. On a acheté le système antimissiles français, on a acheté les drones turcs, on a acheté des HIMARS américaines et il faut, nous sommes certains, travailler sur le concept de l'autonomie stratégique de l'Europe. La Commission européenne, largement sous impulsion des États membres, comme la France, a annoncé des mesures pour pouvoir faciliter l'investissement des États membres dans la défense, que ce soit exclure certaines dépenses de défense des calculs de déficit de la Commission européenne, un prêt de 150 milliards pour pouvoir aider les États membres qui souhaitent coopérer entre eux pour investir dans des capacités dans lesquelles aujourd'hui on est dépendant. On va faire appel à ce prêt, nous. Ah, bien sûr. Et on va travailler avec nos partenaires dans les domaines dans lesquels on est dépendant aujourd'hui des États-Unis. Cyber, drones, frappe en profondeur, munitions, satellites. Quand on pense au rôle, évidemment, que joue Starlink en Ukraine. Je tiens quand même à remercier tous les pays européens et le changement, y compris de mentalité sur ce sujet. Les 65% de production européenne, ce sont y compris des composants dans le matériel. Et donc ça implique forcément l'industrie européenne à un moment donné. Il ne peut pas y avoir de matériel qui soit 100% américain, 100% coréen, ou en tout cas qui ne soit pas avec des composants européens. Donc ça, c'est quand même une petite victoire européenne sur la fin de la naïveté sur ce sujet-là. Ça donne des perspectives de commande pour nos industriels. Et surtout, c'est une démonstration que l'Europe est en capacité aussi d'être flexible sur son budget. Alors, autre conflit où les Européens sont beaucoup moins unis à la manœuvre, la tragédie de Gaza. S'ils s'accordent sur la nécessité d'acheminer et d'augmenter l'aide humanitaire, les 27 se divisent sur les relations avec Israël. Certains pays plaident pour une suspension de l'accord d'association UE-Israël pour faire pression sur le belliciste Benyamin Netanyahou. Et certains ont aussi reconnu la Palestine. C'est le cas de l'Espagne, comme nous l'explique son chef de la diplomatie, José Manuel Albares, mais pas du tout celui de l'Allemagne, résumé par son ministre de l'Europe, Günther Kirchbaum. Notre position est la position partagée de la plupart de la communauté internationale. Nous sommes 145 pays à avoir reconnu l'État de Palestine, 11 pays de l'Europe. On l'a fait par justice envers les peuples palestiniens qui ne doivent pas être condamnés à être éternellement un peuple de réfugiés, et aussi en pensant à la sécurité d'Israël. Seulement un État palestinien vivant en voisinage avec l'État d'Israël peut garantir mutuellement prospérité et sécurité à tous les deux. L'Israël, c'est un pays amical, surtout l'Allemagne est liée en amitié. Et on montre aussi la solidarité avec Israël, mais ça n'empêche pas, si je regarde maintenant à la région de Gaza, l'empathie avec les gens, avec les hommes, avec les femmes, avec les enfants qui vivent ici. Et c'est-à-dire, c'est pas seulement maintenant la région de l'Iran, c'est aussi la région à Gaza, c'est toute la région où nous avons, comme Européens, une responsabilité. Dans ce monde de plus en plus fracturé et dangereux, l'Union européenne voudrait s'entourer d'amis, mais aussi de pays qui pourraient rejoindre le club européen. Alors, à quand l'Europe à 32, 35 sur le flanc Est? L'Ukraine a été bloquée en juin pour l'ouverture de ses négociations d'adhésion par le pro-russe hongrois Viktor Orban.
La Moldavie se rapproche du club, mais la Géorgie et son gouvernement pro-russe s'en éloignent. Dans les 6 pays des Balkans occidentaux candidats, la Serbie pro-russe est en mauvaise position, tandis que l'Albanie espère. On entend tout de suite cet espoir dans la voix du Premier ministre albanais Edi Rama et le désarroi dans la voix de l'ex-présidente de Géorgie. Les Albanais, ils aiment l'Europe et ils veulent l'Europe. Car l'histoire nous a donné tout ce qu'il fallait pour comprendre qu'il n'y a rien de mieux que l'Union européenne. Et d'une certaine façon, pour nous, c'est un peu comme il était pour les pères fondateurs. Un espace de paix et de sécurité avant tout. En Géorgie, toutes les institutions ont été accaparées par un parti et par un homme. Depuis les élections qui ont été complètement fraudées et avec beaucoup de rôles, et on y reviendra dans ces élections, de l'influence russe, le gouvernement qui en est issu a, sans mandat, décidé de suspendre, de stopper jusqu'à 2028, dit-il. Après, ils ont rajouté 2028, mais en réalité, pour tout le monde, pour nous comme pour les Européens, ça a été compris comme étant « je tourne vers Moscou ». Ce qui était la tendance déjà suspendu assumée. Les négociations d'adhésion avec l'Union européenne qui étaient ouvertes. Suspendu la marche européenne de la Géorgie, qui, quand même, il faut le rappeler, a obtenu le statut de candidat un an avant. Attendait l'ouverture des négociations d'adhésion proprement dites, de la même façon que l'Ukraine et la Moldavie. Et au lieu de ça, c'est on stoppe tout. Et ça a été très apprécié par notre voisin russe. Moscou a dit c'est très bien, vous vous comportez très bien. En revanche, la population géorgienne a dit pas question. Depuis 30 ans, la population géorgienne se prononce à 80% pour cette voie européenne. L'Europe décroche par rapport aux autres continents, c'est le constat de 2025. La richesse des États-Unis était déjà 15% supérieure à celle de l'Union européenne il y a 20 ans. Aujourd'hui, cet écart s'élève à 30%. Le rapport d'Enrico Letta insiste sur la nécessité d'abolir les barrières réglementaires qui affectent le bon fonctionnement du marché unique. Le point central de mon rapport est de dire le souverainisme national ne fait que faire jouir Wall Street, l'industrie américaine et chinoise, parce que fragmentant et en étant tous fragmentés et divisés, on finit par aider les Américains, les Chinois et perdre des emplois et de l'argent. 300 milliards d'euros par an de nos épargnes s'en vont aux États-Unis à cause de la fragmentation de notre système de marché financier. Et les emplois s'en vont parce que la souveraineté a besoin d'une dimension européenne. Prenez la défense, par exemple. Avec cette fragmentation en 27, nous, avec notre argent, l'argent du contribuable européen, on crée des emplois en Michigan, en Pennsylvanie, en Turquie, en Corée du Sud, parce qu'on n'est pas intégrés entre nous. Il faut agir pour avoir une compétitivité qui dure. Comment on peut achever une simplification qui donne l'essence, la direction qu'on veut soutenir et en même temps qui soit capable de faciliter la vie aux entrepreneurs, et en particulier les plus petites. Est-ce qu'on n'est pas en train de, sans le dire, sacrifier le fameux pacte vert ? C'est très important de souligner qu'on ne veut pas sacrifier les pactes verts. Les mêmes raisons qui nous ont menés à comprendre comment les parcours économiques, la prospérité, les développements devaient changer vers quelque chose de beaucoup plus durable, restent encore plus fortes. On a déjà vécu des expériences traumatiques autour des dérèglements climatiques. Alors il faut accélérer cette transition. Mais en même temps, cet exercice d'apprentissage, comment on apprend à investir mieux l'argent à la place de gaspiller l'argent, quelque chose que la présidente de la Commission insiste et tous les jours, c'est que les buts, les objectifs, l'horizon est encore là. On a complètement changé de dynamique entre ces deux mandats. Et la réalité, c'est qu'au Parlement européen, comme dans l'ensemble des institutions européennes, on est en train d'assister à une nouvelle alliance.
Cette nouvelle alliance, c'est l'alliance de la droite et l'extrême droite. Comme on l'a vu dans un certain nombre d'États membres de l'Union européenne, c'est le cas notamment en Italie. Et cela se traduit par une offensive sans précédent vis-à-vis de toutes les normes environnementales qui existent sur la scène européenne. L'Europe se referme aux migrants un peu partout. Les gouvernements en coalition avec la droite radicale renforcent leurs conditions d'entrée pour eux. 9 pays mettent en cause les instances de justice européenne qui protègent le droit d'asile, dont la très droitière Giorgia Meloni en Italie, mais aussi la social-démocrate Mette Frederiksen au Danemark, dont le pays a pris la présidence du Conseil de l'Union européenne pour 6 mois. Un agenda qui convient plutôt à l'ancien commissaire et ancien Premier ministre Les Républicains Michel Barnier, mais qui est questionné par le secrétaire général du Conseil de l'Europe, Alain Berset. On les écoute. Ça ne marche pas bien, parce que cette immigration augmente, parce que beaucoup de gens rentrent par toutes sortes de frontières qui sont parfois des passoires, frontières extérieures de l'Union européenne, et arrivent jusqu'à Calais et jusqu'aux rives de la Manche. Donc il faut à la fois une action européenne qui se renforce enfin avec le pacte asile et immigration au niveau des 27 pays de l'Union européenne. Et c'est une des raisons pour lesquelles des gens arrivent dans des conditions difficiles d'ailleurs et risquent leur vie jusqu'à la Manche. Et puis il faut une coopération bilatérale entre l'Union européenne d'un côté et le Royaume-Uni, et entre la France et le Royaume-Uni. La question qui se pose, c'est pas automatiquement de savoir pour quelle raison une personne s'est retrouvée là où elle se retrouve, pour quelle raison elle a pris la route ou elle a migré, pour quelle raison elle a voulu changer ses conditions de vie ou a été contrainte de changer ses conditions de vie. Ça, c'est une question dont on peut discuter. C'est une question de nature politique. Comment est-ce qu'on traite, par exemple, dans les États membres, la question des demandes d'asile ? Comment est-ce que c'est fait ? C'est fait de manière différente dans différents pays. Tout ça ça dépend d'une politique, je dirais, nationale ou de politique nationale. Mais rien ne permet, dans ces conditions, de ne pas respecter la dignité humaine, de ne pas respecter les droits humains. Voilà, c'est la fin de notre séquence Souvenir. Merci à mon équipe composée de Perrine Desplat, Isabelle Romero et Luc Brown d'avoir préparé Ici l'Europe. Vous restez pendant tout l'été avec nous pour revoir nos plus belles émissions. Et puis on se retrouve pour des nouvelles très fraîches à la rentrée de septembre. Très bel été à tous.